Naïma Zitane, bonjour. Tu es metteuse en scène, auteure, dramaturge et professeure de théâtre. Née à Nador et formée à Rabat, tu as fondé en 1994 le théâtre Aquarium, un lieu devenu emblématique de la création et de l'engagement donc au Maroc. Tes œuvres, Djali, Tefla, Fatema, Le Masque, ont ouvert des espaces de parole inédits pour les femmes et pour toute une génération d'artistes. Cet entretien s'inscrit dans le projet Créer au féminin, penser le théâtre marocain, qui donne voix à celles qui transforment la scène et les imaginaires contemporains. Aujourd'hui, je suis sincèrement très honorée de t'avoir parmi nous, puisque tu ouvres le premier entretien consacré au théâtre marocain, et je te remercie d'avoir accepté de participer à ce projet. Merci à toi, petit Sam, et espérons que ça va aboutir à quelque chose. Oui. Alors, L'expérience est parler de théâtre ben aujourd'hui. merci. Oui, ça sera de toute façon, ça sera, je pense, très riche. Ça permettra aussi d'ouvrir les frontières, puisque ce projet, comme je te l'indiquais, est un projet au niveau du Maghreb, et donc ça permettra effectivement une réflexion un peu plus large. Pour commencer, je souhaiterais donc, avant d'entrer dans ton parcours, j'aimerais simplement que tu te présentes avec tes propres mots. Qui est Naïma Zita aujourd'hui? Alors, moi, je suis issue d'une petite ville. C'est vrai que je suis née à Nador, mais toutes mes études avant le bac, c'était dans une petite ville qui s'appelle Chaouen, Chefchaouen ou Chaouen, située au nord du Maroc. Vraiment, c'est une petite ville, mais très riche en matière d'art en général, d'art plastique, de la musique, de la poésie, le Festival national de la poésie, le Festival national de la musique andalouse, les associations, la société civile, surtout culturelle et artistique, le conservatoire, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de café. Par contre, il y avait des espaces culturels. Donc, c'est là que je suis grandi et c'est là que j'ai découvert ce monde de livres, de poésie, de chants, de musique. Et c'est grâce à mes professeurs aussi. Et donc, le rituel, la journée, plutôt les mois, c'était euh, entre rester chez soi. L'hiver, c'était très froid, il neigeait beaucoup, il faisait gris, noir même. L'automne, c'était les pique-niques avec les collègues, femmes et hommes. On était dans le lycée, le collège, donc les pique-niques, c'est pas juste pour pique-niquer, mais on avait un rituel de lire le même livre et de discuter dans la nature autour de ce livre et prendre un thé ou un café ou quelque chose à manger de très très simple, mais c'était très riche. Et puis après, c'était le conservatoire, un peu de basket, un peu de... Ça veut dire, si je peux dire, c'est une ville, euh, c'est une ville que je peux dire que c'est une grande maison. C'est une grande maison et les Chefchaouni sont tous d'une même famille. On se connaît tous. Dès qu'un étranger vient pour une raison ou pour une autre, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui vient de Rabat ou de Tanger. D'ailleurs, on ne connaissait pas Rabat, ni Casa, ni... Moi, la première fois que je suis venu à Rabat, c'était pour passer le concours de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. Sinon, l'été, c'était les plages ou ailleurs. J'avais la chance aussi d'avoir une famille qui encourageait beaucoup les arts aussi. C'était jamais interdit. Mon père et ma mère aimaient beaucoup le chant, la musique, donc il nous a inscrits dans le conservatoire, moi et mes sœurs et mes frères. On faisait toujours la grasse matinée le dimanche et après chaque tour, on commençait à chanter et à faire du rythme et à jouer des instruments. Donc c'était une ambiance qui a beaucoup forgé ma personnalité. Puis après le bac, donc c'était clair dans ma tête qu'il faut faire
quelque chose d'artistique, une formation d'artiste, formation en relation avec l'art et spécialement l'art dramatique, spécialement le théâtre. Et de là, je suis venue à Rabat, capitale administrative de Maroc, grande ville, et ça a commencé. Tout a commencé. Alors je vois donc c'est vraiment un espace en fait, hein, l'espace de votre ville, mais aussi l'espace familial qui vous a apporté. Effectivement, vous avez été très chanceuse. Est-ce que dans votre famille il y a des artistes? Est-ce que vous avez été la première à quitter votre ville pour aller à Rabat, vous lancer quand même dans un parcours et une carrière assez conséquente? Est-ce que vous imaginiez déjà la Naïma de l'époque? Est-ce qu'elle imaginait déjà qu'aujourd'hui elle allait faire tout ça en remontant un petit peu dans Euh, le temps? Autant, pas forcément, non. Ouais, D'accord. c'était pas calculé, c'était pas. Bon, à un certain âge, on vise pas, on sait pas bien, on se demande si on a fait le bon choix, si c'est bien de continuer. J'aimais ce que je faisais et je me donnais à fond. Et j'avais tout le temps, j'avais des gens qui m'encourageaient, des amis, des Chaounis qui ont sorti de Chaoun avant moi, notamment la grande artiste Nazia Mftah, basée sur Paris, chanteuse et elle écrit même de la poésie. J'avais si Mohamed Ben Meimoun, les deux frères Ben Meimoun qui sont poètes, c'est Abdelkrim Toubal. Donc j'avais toujours femmes et hommes qui Qui vous soutenait. m'encourageaient, qui En étaient plus de comme votre milieu des... familial, hein, c'est ce que vous me disiez, votre famille aussi vous a beaucoup Exactement. soutenu. D'accord. Mais il n'y Ma avait pas famille. d'artistes dans votre famille? Est-ce qu'il y avait Il y des a, il y artistes? a des il y a des poètes, des écrivains, il y a quand même, il y a certains, des hommes de théâtre, bon, des dramaturges. Il y a si Mohamed Zetan qui fait la dramaturgie, prof à l'université de Kenitra Ben Toufaï. Il y a quand même, mais c'est entre le commerce et chose qui ne s'associe pas, mais Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, Naïma, dans votre explication, c'était quoi, on essaie de revivre un petit peu votre enfance, une enfance riche, marquée par la solidarité, par aussi très tôt l'échange intellectuel, et aussi une certaine oralité. Les chants, est-ce que c'était des chants berbères? Est-ce que c'était des chants en arabe? euh, ma mère est berbère, c'est vrai, ma mère est berbère et ma grand-mère nous racontait beaucoup des histoires, Mhm. comme toute grand-mère au Maroc et j'imagine aussi en Algérie, en Tunisie, dans le monde arabe. Donc j'avais une relation très particulière avec elle, mais après c'est la poésie de la musique mandalou. Donc ce festival qui est, je le considère très intéressant à l'époque à l'époque on veillait, ça commençait de 7 heures, de 19 heures jusqu'à 4 heures du matin. Oui, d'accord. On revenait à la maison à 4 heures du matin. On n'a pas eu peur, il n'y avait pas de voleurs, pas d'agression, pas de problème. Donc tout le monde partait. Mais l'avantage, c'est que toute la poésie chantée, il était imprimé. La direction du festival, il imprimait les documents. La poésie, il donnait à tout. Donc on savait de quoi il s'agit, les thématiques, la beauté de la poésie arabe, donc ça, et puis la poésie en général. Moi, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie. D'ailleurs, j'écrivais avant beaucoup. J'ai même un recueil, j'ai édité un recueil poétique. Donc, tout ce monde, il y avait aussi la peinture muraille, il y avait beaucoup de peintres à Chaoun. Donc, tout ça, c'est un mélange. Ça veut dire c'est de la consommation de la culture donne évidemment une richesse à n'importe quel consommateur. Mhm. Donc une imprégnation vraiment assez globale, hein, qui ne se limitait pas seulement au chant théâtral. Et quel a été le déclic pour le théâtre? Donc vous avez été à Rabat, qu'est-ce qui vous a dit, ça y est? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une actrice? Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est un événement? Bon, tout d'abord, j'avais deux professeurs qui nous enseignaient du théâtre à titre, pas, c'était un club dans un lycée, donc je faisais partie. C'est Sidris Mamoun,
que je salue beaucoup, je le respecte beaucoup. Allah yatawwal fi amro. D'ailleurs, le Festival national va lui rendre hommage cette année, le national de théâtre. Mhm. Donc, Sidris Mamoun m'a beaucoup appris et nous donnait à l'époque des pièces de théâtre. J'assistais, parfois j'ai jamais joué avec lui, mais je faisais soit à la lumière, soit à la régie, soit j'assistais à la mise en scène, donc j'ai beaucoup appris. Et j'avais la chance qu'un de nos voisins, un jeune de nos voisins, dans le même quartier, il a fait l'ISADAC avant moi. C'était la première Promotion? promotion. Mhm. Voilà. Malheureusement, il n'a pas eu son diplôme. Il a fait, je crois, la première et la deuxième année, puis il n'a pas continué. Et donc, c'est lui, en revenant les vacances, il est revenu à Sherwin. Et il m'a dit, écoute, Naïma, il y a un institut à Rabat, un institut spécialisé de théâtre. Donc, si tu veux, je vois là l'adresse. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de. Et donc, et je vais la prochaine fois, si tu es intéressé, je vais te ramener ce qu'il faut envoyer. Ça veut dire le formulaire, les trucs. Et donc, j'ai commencé à me préparer pour ce concours de faire parce que ça demande quand même du travail, Mhm. de commencer à faire un peu de dessin, un peu d'analyse dramaturgique, je lisais plus les pièces de théâtre, et finalement j'ai passé le concours qui a duré à l'époque 20 jours, Ah oui, c'était long quand entre, même. entre la pratique, la théorie, et puis après il faut aller au forêt Marmora et s'installer là-bas dans l'auberge qui est là pour voir le rythme cardiaque, la condition physique, s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas. Et donc, finalement, et c'est mon père qui m'a accompagné parce que à l'époque, je ne pouvais pas venir toute seule à Rabat, donc il est resté avec moi toute la durée Du du festival. concours. D'accord, ah bah c'est super, hein, voilà. Donc vraiment un soutien voilà, familial vraiment très proche dès les débuts. Donc voilà, c'est parfait. Eh bien, écoutez, c'était un bon début. Merci pour donc cette présentation. Alors parlons aussi du théâtre Aquarium. Alors ça, c'est quelque chose de très important puisque tout commence en 1994 et je vous laisse nous expliquer ensuite la suite. Donc, avant Théâtre Aquarium, donc, quand j'étais à l'ISADAC, à l'Institut, je je voulais entamer une carrière dans la scénographie. J'aimais beaucoup la scénographie. Bon, mon prof d'interprétation, M. Jamaldine Trissi, il voulait que je fasse interprétation. Moi, je ne m'imaginais pas jouer des rôles et être comédien. Mhm. Donc, j'ai changé pas changé, mais j'ai coché sur scénographie. On avait une professeuse que j'aime beaucoup, Juliana Nassef Predout, c'est une Roumaine installée au Maroc, maintenant c'est une Ok. Marocaine, c'est une grande amie. Donc, pour moi, quand j'étais étudiante, je trouvais qu'il était dur, qu'il était trop sérieux. Bref, je ne m'attendais pas beaucoup à. J'aimais la matière, mais il était trop sérieuse pour moi. Donc, je me voyais mal finir les 2 ans avec elle dans le même atelier, même classe. Et donc, j'ai changé une autre fois, j'ai fait animation culturelle. Mais animation culturelle, comment faire avec, est-ce que je vais animer des émissions à la télé, à la radio, je ne sais pas. Bref, quand j'ai eu mon diplôme, je, je me suis dit, je ne veux pas finir comme animatrice, je dois créer ma propre troupe de théâtre et commencer la mise en scène. Donc, c'est de là que la troupe de théâtre Aquarium a été créée. J'ai eu mon diplôme en 94 et que j'ai créé
la troupe en 94 et j'ai mis en scène la première pièce de théâtre Mouchahanat, Querelle, en 95. Donc c'est un peu... Donc le cadre, c'était une nécessité pour être... pas une nécessité juridique, pour avoir des salles, pour avoir des financements, pour pouvoir jouer. Donc c'est pour ça que... Alors, Et puis justement, j'ai commencé, et puis après, alors, ça a c'est très marché. intéressant votre expérience justement, puisque vous avez parlé justement, vous ne souhaitiez pas être actrice. Moi, des interviews que j'ai déjà fait, effectivement, c'est la première chose qu'on propose aux femmes, et c'est d'ailleurs là où elles sont le plus nombreuses, hein, donc dans les pays du Maghreb. Donc, si on recontextualise un petit peu dans les années 90, est-ce que c'était faire un pas de côté? Est-ce que c'était novateur que de se dire non, je ne serai pas actrice, je serai metteuse en scène? Est-ce que c'était quelque chose de nouveau ou est-ce qu'il y avait déjà à l'époque au Maroc, dans les années 90, des femmes metteurs en scène? Non, il n'y avait pas de metteuse en scène, il n'y avait pas de femme metteuse en scène. Il y avait une seule expérience, c'était Fatima Chibchoub, Allah yarhamha. Mhm. Fatima Chibchoub, c'était une prof de théâtre, une prof universitaire, je crois, de la sociologie. Et il faisait des D'accord. contes théâtralisés. Donc, bon, il y avait un costume, une petite mise en place, une petite scénographie, mais c'était pas son métier. C'était plutôt quelque chose qu'il aime bien et il donnait des petits spectacles, la fac ou des instituts ou des maisons traditionnelles. C'était la seule. Et donc, quand j'ai créé la troupe et j'ai fait la première mise en scène, j'ai été la première metteuse en scène au Maroc, non pas metteuse en scène fakat, mais aussi la première femme de théâtre qui a une troupe de théâtre. Oui. Parce qu'il y avait des femmes, il y avait par exemple Touria Jbran, Mm. mais c'était toujours des hommes qui tenaient la troupe, qui décidaient, qui géraient. Donc en fait, c'est un métier un peu difficile, tout ce qui est administratif, financier, gestion. Donc, c'est un peu leader, c'est un peu, et les leaders dans le monde arabe, et aussi au Maroc, c'est les hommes, c'est Mhm. pas les femmes. Donc c'est comme ça. Mais au début, en fait, moi, je savais pas, j'avais pas une idée de ce que je faisais. D'accord. Tout est venu comme ça. C'était pas euh, théorisé dans ma tête et je savais ce que je vais faire et où aller. Et la Mhm. deuxième année, je faisais des choses au fur et à mesure. Alors justement, vous dites c'est difficile. Est-ce que vous aviez pris conscience de cette difficulté ou en fait vous l'avez affrontée à mesure? Parce que j'imagine qu'effectivement dans ce contexte-là, vous avez dû déjà avoir deux casquettes. Ce n'était pas simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ne pas faire marche arrière, de continuer? Alors, j'ai fait quatre ou cinq spectacles. Les cinq premières créations, c'était des textes, bon, des textes universels que j'adaptais ou je traduisais ou bon, je retravaillais la dramaturgie. Puis après, et j'étais en même temps dans le monde associatif. J'étais membre dans certaines associations féminines. Je travaillais beaucoup avec mes amis et mes collègues, femmes battantes, militantes. Et donc, à un certain moment, à chaque fois, je faisais des allers-retours, soit à Casa, soit à Fès, ça dépend des réunions, ça dépend signer les pétitions, rédiger des trucs. À un certain moment, pendant un certain moment, je trouvais que il y a beaucoup de pertes de temps. Mhm. Et, et je me suis sentie, c'est comme je ne faisais pas ce que je devais faire. Mhm. Des réunions qui duraient beaucoup de temps pour voter finalement, pour ne pas prendre une décision bien claire, attendre le gouvernement, attendre je Mhm. ne sais pas quoi, les lois qui vont sortir, prendre des années de je ne sais pas quoi pour redémarrer et remiliter pour les mêmes causes. Donc à un certain moment, je me suis dit, bon, j'ai un savoir-faire, j'ai un métier, j'ai des outils, mes propres outils.
Donc, pourquoi ne pas faire cela, mais autrement? D'accord. Donc, j'arrête le travail sur les textes universels. Bon, c'est beau, c'est riche, mais est-ce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui? Mhm. Est-ce que moi, en tant que Marocaine, femme, militante, travailler au Romeo Juliette ou querelle ou je sais pas quoi, entre moi et mes désirs ou je sais pas quoi, est-ce Mhm. que c'est nécessaire actuellement? Mhm. Et donc de là, je me suis lancée dans un autre registre, un autre parcours. L'avantage que j'avais, c'est j'avais beaucoup de relations et de savoir par rapport aux partenaires, aux bailleurs de fonds. Mhm. Et donc, c'était la première fois qu'un bailleur de fonds subventionnait un travail artistique qui a pour but de sensibiliser et vulgariser quelque chose en relation avec la femme. Mhm. Donc la première pièce, c'était la vulgarisation du code de la famille, de la Moudawana, avant Ah le oui. changement. Oui, oui, oui. Avant le changement de la Moudawana, donc la première pièce, c'était qu'est-ce qu'on veut changer dans cette Moudawana? Mhm. Pourquoi ces femmes, ils sont en train de se battre, de militer, de faire des réunions, de courir partout. Qu'est-ce qu'ils veulent changer? Donc, j'ai mis Mhm. en lumière tous les textes de loi qu'il Mhm. faut changer. Et j'ai fait presque une centaine de représentations Oui, c'est énorme. partout au Maroc. D'accord. Voilà, subventionné par un programme d'un bailleur de fonds et j'ai commencé. Quand le code de la famille est sorti, j'ai fait un deuxième travail, c'est chacun est main, c'est voilà, maintenant on a changé des choses, il faut savoir ce qu'on a changé. Et donc je suis retournée au même douar, Mhm. au même patelin, aux mêmes villes pour leur dire on a changé, on voulait changer ça, Mhm. c'est fait. Mhm. Maintenant, voilà, cette pièce, il parle du changement. Et après, j'ai travaillé avec l'équipe. Bien sûr, le théâtre, ça se fait pas seul. Donc, on a travaillé sur autres thématiques, autres problématiques et tout ça. Oui, donc on voit tout de suite là, en fait, effectivement, que vous avez décidé, il y a un sentiment d'insatisfaction puisque vous avez souhaité donner à votre théâtre une forme d'engagement, ce qui était déjà ce que vous meniez sur le terrain, et un engagement qui est même d'ordre politique, hein, puisque vous revenez sur ces espaces pour clarifier aussi les changements politiques qui ont été opérés dans le code de la famille. Justement, parlons de ce militantisme pour le droit des femmes. Comment cette expérience a-t-elle façonné votre regard dans la création et votre rapport au plateau? C'est-à-dire comment cette expérience d'engagement au service des femmes a-t-elle nourri votre création artistique? C'est au-delà d'une conviction, c'est une raison d'être, Mhm. ce changement. Et le fait de rêver d'un changement, c'est une raison d'être. Au-delà de créer ou pas créer, mettre en scène ou pas mettre en scène, la question c'est comment mettre en scène les douleurs. C'est ça Mhm. le problème. Comment Mhm. rendre les souffrances, les douleurs, les blessures, comment les rendre Mhm. beaux sur scène. Mhm. Donc ça, c'est l'art, c'est la magie d'art, c'est les outils artistiques, les techniques aussi. Mais, euh, mais c'est comme, c'est comme si tu vas poser la question à un écrivain, comment tu écris sur la guerre, par exemple. Il est atroce, il est cruel, Mhm. mais le rêve d'avoir la paix, c'est ce qui motive. C'est ça la motivation, c'est Mhm. rêver d'avoir un monde où la paix règne. Donc c'est un peu la même chose. Donc, et vous savez, au Maroc, c'est là où on va, il y a l'injustice Oui. vis-à-vis des femmes. Là, on va au souk, dans les bus, dans Mhm. les tribunaux. Mhm. Donc ça nous rend malades, ça nous rend frustrés. Donc Mhm. c'est normal qu'il faut faire un choix dans la vie. Et le choix
était ça. De plus, il y avait d'autres femmes avant moi qui ont fait des choses et qui ont vécu Mm. pour ça et à travers ça. Et donc, Ah, vous avez souhaité continuer, et puis c'est aussi une notion d'engagement, parce que dans le vécu quotidien, quoi. Ouais, ouais. exactement. Alors justement, en termes d'engagement, vous êtes très engagé puisque vous avez des pièces qui ont affronté des tabous, qui sont aussi des tabous donc visibles au niveau du Maghreb, hein, dans sa globalité, la sexualité, la question de l'héritage, l'enfermement. Comment êtes-vous parvenu avec justesse justement à traiter ces thématiques entre dénonciation et puis vous l'avez dit, faire beau, c'est-à-dire utiliser aussi une dimension peut-être poétique pour traduire ces douleurs? Comment vous avez réussi à faire ça? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment avez-vous, et je passe mon mot, affronté la réception? Alors, ce qui est, pour ce qui est choix des thématiques, bon, tabou, bon, bah, tabou, je ne sais pas si c'est tabou parce que c'est pas moi qui les a Mhm. inventés. Ça existe dans la société. Oui. Tout ça, ça existe, on le voit. Avant, bien, bon, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, donc on voyait ça moins. Mhm. Mais maintenant, tout est divulgué, c'est cruel, donc alors, comment? En fait, c'est la démarche. Moi, ma démarche, quand je veux travailler sur ces thématiques, j'invente pas les textes. J'écoute, j'invite les gens, des centaines de femmes, des Mhm. centaines, mais vraiment des centaines de femmes de toutes catégories sociales, de sages-femmes à femmes au foyer, à travailleuses de sexe, à médecins, à professeurs, à juristes. Mhm. Et donc, il parle. Je prépare quelques questions et on commence à discuter. Ah, ils racontent leur histoire. Il y a qui pleure, il y a Mhm. qui rigole, il y a qui... C'est des moments intimes, c'est des moments durs aussi, Oui. pénibles, parce que Mhm. c'est des années. On fait parler une personne qui a gardé son secret, gardé le silence pendant des années. Donc, Oui, des traumas, et quoi. de là, et de là, moi, je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu. Mhm. Le retravailler, le remodeler, et finalement, ça devient une pièce de théâtre. À part le spectacle intitulé Le Masque, là, j'ai invité une quinzaine de journalistes et écrivains et artistes peintres au Maroc Mhm. à écrire sur l'accessoire qui est le masque. Mhm. Avec 3 ou 4 lignes, j'ai écrit 3 ou 4 lignes pour ne pas les orienter. Et donc, ils ont écrit des choses sur le masque, pas plus de 3 à 4 pages. Et puis, j'ai rassemblé les textes et j'ai travaillé sur le fil conducteur, sur les petites histoires ou le récit ou ce qu'ils ont écrit. Donc, c'est comme ça. La réception, bon, il y a toujours un scandale. Ça, c'est sûr. Mais le scandale vient surtout des gens qui n'ont pas vu le spectacle. Soit D'accord. ils voient juste le titre, Mhm. comme dans Diali. Oui. Dans Diali, le scandale a commencé avec un journal. Un journal qui a écrit Naïma Zetan, il parle du vagin. Et donc, ils ont écrit mon vagin comme ça se dit en Darija. Mhm. Et donc, c'est de là, ils ont commencé les insultes, bon, il y a qui disent qu'il faut lui retirer sa nationalité marocaine, Ah oui, d'accord, il c'est faut parti qu'il loin. aille, Ouais. il faut qu'il aille voir un psy. Je ne sais pas, j'ai pas de problème. Moi, si je besoin de voir un psy, je vais le voir. Mhm. Et je l'ai vu et je peux le revoir pour le futur. Moi, j'ai aucun problème. Et c'est nécessaire. Quand Mhm. on vit dans une société comme le pays arabe, il y a beaucoup de traumatismes psychiques qu'il faut soigner avec un psychologue. Mhm. Et donc, ça, c'est pas une insulte. Mais et ce que j'ai été choquée un peu, c'est qu'il y a quand même des hommes de théâtre qui ont
dit ça. Ah oui, d'accord. Et donc, c'était pas, je vais pas mentir, c'était pas facile de subir ça parce que chaque matin, je me lève, je regarde les réseaux sociaux, il y a toujours des centaines et des centaines d'insultes. Et c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est habitué avec toute cette médiocrité. À l'époque, c'était à peine les réseaux sociaux, on vient de savoir ce fléau, ce phénomène, donc comment tu veux tuer dans tous les sites, dans la première personne qui insulte dans des sites et des réseaux, c'est un peu gênant. Mais revenons, grâce à ma famille et aux amis, j'ai pu supporter ça, j'ai continué, on a donné plusieurs représentations de DLI, et d'ailleurs je compte la refaire, DLI 2, refaire une autre forme de DLI, et ça a marché, et ça marchera. Donc c'était des représentations essentiellement au Maroc ou est-ce que vous avez pu aussi monter la pièce ailleurs? Non, on a joué en Belgique, en France, en Espagne, Mhm. pas mal au Maroc et ailleurs. D'accord. Donc ce qui a été problématique, c'est plus en fait la réception plutôt au Maroc, voilà, Au qui a été. Maroc, Voilà. au Maroc. D'accord. Alors donc on voit bien que vous avez un théâtre donc qui est très assis et qui s'imprègne en fait de la société. Vous avez indiqué tout à l'heure que bon pour les différents spectacles vous invitiez des femmes de toute classe sociale. Parlons de l'aspect linguistique. Donc quelle est la langue que vous utilisez? Pourquoi? Pour nous expliquer un petit peu les choix auxquels vous opérez du point de vue linguistique. Moi, en général, c'est le dialecte marocain, Mhm. Darija, médium, que tous les Marocains puissent comprendre, Prendre. parce que vous savez que chaque région a sa propre Darija, on se comprend, mais il y a quand même des nuances. Mais c'est la Darija, rarement quelques mots en tamazight ou en français, comme ça existe dans la société, mais déjà qui est beaucoup travaillé, je fais très attention aux mots, euh, aux, aux mots, aux gens, Au sens. Oui. exactement. Mais ça reste un support. La langue, c'est un support. C'est pas. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans le théâtre et dans d'autres formes artistiques, notamment la danse performance, ça se dit corporellement, on n'est pas obligé de tout dire. Ben justement, parlons du corps. Quelle est la place que vous accordez au corps féminin, par exemple, dans vos spectacles? Et il est tout. C'est lui qui fait le spectacle. Mhm. Parce que j'ai C'est lui qui, constaté, voilà, que dans c'est lui d'autres... qui exprime exactement. C'est à travers lui, c'est pour lui que j'écris. Mhm. C'est lui qui est le centre, c'est lui qui va s'exprimer. Donc le corps, d'ailleurs, c'est pour ça que le Festival international des femmes metteuses en scène que j'organise avec mes amis et mes collègues s'appelle G7 corps Mhm. parce que c'est l'outil le plus nécessaire et essentiel dans le théâtre. On ne peut pas faire du théâtre sans travailler le corps, sans mettre en valeur le corps, sans mettre à la disposition du texte, de la mise en scène, de la scénographie et d'autres. Et justement, alors, ce festival international donc des metteuses en scène, on le disait tout à l'heure, être metteuse en scène dans les années 90, c'est novateur. Comment il est né? Puisque je crois qu'il a été, sauf erreur de ma part, créé en 2018. Est-ce que c'est bien cela? Exactement. Non, pas non, après le Covid. D'accord, donc ce serait plutôt 2021 alors. Voilà, Mm. 2022, Mhm. c'est la troisième édition. La D'accord, troisième édition, on vient de la finir, c'était en oui. octobre, de Très riche 17 au d'ailleurs, hein, j'ai vu beaucoup de choses très intéressantes sur Internet à ce sujet. exactement. Et donc le but, justement, ça, on revient à créer au féminin, c'était ça le but. De mettre en lumière et aider à la diffusion des créations des femmes metteuses en scène parce que on n'a pas beaucoup d'espace. Oui. Euh, et
Et d'ailleurs, même en Europe, parce que dans des débats qu'on a et des tables rondes et des trucs qu'on fait, ça se voit même en Europe que les femmes metteuses en scène n'ont pas beaucoup de chance à montrer leur travail, leur mise en scène. Et donc, c'était ça. Et bien sûr, créer un espace d'échange, de discussion, découvrir d'autres formes de théâtre, formes de création. Donc, c'était ça le but. D'ailleurs, quand on a commencé la première édition, il y avait 3 ou 4 metteuses en scène marocaines. Mhm. L'année dernière, c'était 7. On a déjà encouragé Doublé, 3 autres jeunes metteuses en scène. Cette année, on a programmé 4 nouvelles metteuses en scène marocaines, ouais. lauréates de l'ISADAC. Et donc, le but, le festival commence à avoir ses fruits. On encourage et on espère pouvoir l'année prochaine pouvoir produire, pas juste programmer, mais produire, aider à la production d'un spectacle d'une jeune metteuse en scène. Mais écoutez, félicitations, hein. C'est un festival effectivement qui commence à porter ses fruits avec un investissement plus important et c'est aussi un espace ici où vous donnez la possibilité à des jeunes de pouvoir trouver aussi un appui pour avoir une visibilité. Il y a de tout. Il y a des jeunes et des non-jeunes. Il y a des femmes qui ont, cette année, on avait 2 metteuses en scène, Adela de la Roumanie et Majd El Qassas de la Jordanie, qui ont fêté leurs 50 ans de pratique théâtrale. Donc on a rendu hommage à ces 2 femmes parce ils ont, ils ont donné 50 ans de leur vie pour le théâtre. Oui, c'est énorme. Il y a une génération, il y a une intersection de générations. Oui, c'est intergénérationnel. Mhm. Et est-ce que c'est Exactement. essentiellement des Marocaines ou est-ce qu'il y a aussi des metteuses en scène d'autres pays qui participent? Non, non, c'est international. D'accord. Cette année, on avait 10 pays, 10 troupes qui venaient de France, de l'Espagne, de la Roumanie, de l'Italie, de la Jordanie, le Liban, la Tunisie, plus les Marocaines. Donc chaque année, il y a des troupes, on fait venir des troupes venant d'autres pays. D'accord. Et par rapport donc à vos influences, parce que j'ai vu que vous aviez adapté par exemple des pièces d'Alfonso Sastre, j'ai vu aussi bah, justement qu'il y avait une participante hispanophone dans votre travail. Est-ce que l'espagnol c'est quelque chose d'important ou est-ce que ça a été une rencontre parmi tant d'autres ou sinon, quelles sont vos influences en fait? Quelles sont je dirais, les figures importantes du théâtre ou les pièces qui vous ont marqué, qui vous auraient pu peut-être vous engager justement dans cette voie-là? Bon, ce texte, c'était exceptionnel d'Alfonso Sastre, Escadron en route vers la mort. C'était un peu spécial. Tout d'abord, j'ai changé les personnages. C'était des hommes, j'ai fait des femmes. Et 4 ou 5 soldats femmes, donc Mhm. la même histoire, sauf que, bah, pourquoi? Parce que c'était la guerre du Golfe Mhm. et que c'était la première fois que les États-Unis envoient des soldats femmes en Irak. Irak, oui. Et donc, tout le monde suivait ces soldats, comment ils faisaient, ça veut dire, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils ne sont pas capables, des Mhm. histoires aussi, des histoires qu'ils étaient, on lisait à l'époque, on ne savait pas si c'est vrai, si c'est non. Il y a une qui a été violée par un autre soldat américain aussi. Bon, il y avait beaucoup de polémiques, d'histoires. Et donc, moi, en même temps, j'étais en train de lire cette pièce. Et donc, c'est de là que l'idée est venue pour changer les personnages et revoir tout ça. Et j'ai commencé à voir s'il y a d'autres soldats. Bon, mais c'est toujours, il y avait
chose très pertinente que j'ai j'ai dit que partout, il y a l'histoire de la guerre, que les femmes, les hommes partaient à la guerre, les femmes partaient aussi pour cuisiner ou rester chez elles pour élever des enfants et faire le ménage et tout ça. Ils attendaient leur mari, mais après, le héros, c'est le mari, le soldat, et la prostituée, c'est la femme, parce qu'il n'a pas su garder son foyer, chose qui peut-être pas toujours vraie, parce qu'on on peut pas considérer aussi que toute femme, que toutes les femmes qui ont eu un mari soldat vont être automatiquement des femmes frivoles ou des femmes qui ont aimé ou d'autres. Et donc c'était tout le temps comme ça, c'était des choses qui se répétaient dans l'histoire. Et donc il y a beaucoup de jugements de valeur, beaucoup de non-dits, beaucoup des choses qui s'écrivent qui ne sont pas vraies parce qu'il y a d'autres gens qui écrivent le contraire. Donc c'est un sujet très riche. Et justement, en parlant donc des femmes, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution au niveau du théâtre marocain? Est-ce que vous, de votre expérience très riche, vous avez pu voir justement un changement profond dans le théâtre marocain et plus particulièrement donc pour les femmes? Donc dans tous les domaines, hein, actrices, accessoiristes, dramaturges, metteuses en scène. Il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de jeunes qui ont un très bon niveau. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, les plupart. Euh, il y a d'autres formes de théâtre que je découvre avec eux, bien sûr. Euh, mais il faut revoir la politique culturelle en général et surtout la politique concernant le domaine du théâtre. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a une vraie crise de programmation, de financement, de soutien, surtout pour les jeunes. Donc il faut que le privé aussi, les secteurs privés adhèrent, le théâtre, le soutien, il n'y a pas que le foot, il y a autre chose aussi. Le foot, c'est bien. Ce qu'on a pu gagner, le foot, c'est très bien, mais il y a autre chose. On peut pas avoir, on est 40 millions ou 39 millions, on ne peut pas avoir 40 millions de footballeurs. On peut pas. Il y a autre chose. Il faut éduquer les générations et les enfants par l'art, pour aimer l'art, pour avoir un citoyen, finalement, un citoyen équilibré, bien dans sa peau. Et donc, on a un problème. L'éducation nationale, on n'a pas la discipline d'art dramatique dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos collèges. Donc, c'est un peu. Il faut revoir cela si on veut Avancer. donner au théâtre sa place. Mais justement, alors voilà, pour terminer donc cet entretien, si une jeune femme vous indiquait aujourd'hui, je veux faire du théâtre, mais j'ai peur de ne pas trouver ma place, justement par rapport aux difficultés que vous évoquez, quel serait le conseil que vous lui donneriez? Il faut faire le théâtre, même si au début on ne trouve pas sa place. Il faut faire du théâtre. De toutes les manières, on ne peut jamais regretter d'avoir fait du théâtre. Moi, je crois qu'on peut jamais regretter ça parce que c'est une richesse, c'est un domaine très généreux et ça t'apporte beaucoup de choses. La première des choses, c'est d'être discipliné,
d'avoir la curiosité de chercher, de lire, de voyager, d'écouter, de débattre, d'être généreuse aussi. C'est, euh, je ne crois pas qu'un autre métier peut, personnellement, je ne crois pas qu'un autre métier pouvait me donner ce que le théâtre m'a donné. Mhm. Naïma, merci beaucoup pour ce très riche entretien. Un entretien qui, je l'espère, sera utile pour les personnes qui s'intéressent au théâtre contemporain marocain et plus particulièrement à la création féminine. Je te remercie sincèrement. Merci à toi, Tissa. Bonne journée.